Alors bonjour, donc après avoir étudié les possibilités de propagation des ondes électromagnétiques dans le vide, dans cette vidéo, on va s'intéresser à quelques-unes des caractéristiques, puisque donc on a vu que c'était effectivement possible que les ondes électromagnétiques se propagent dans le vide, mais désormais on va voir si ces ondes ont des caractéristiques particulières. Donc rappelons ce qu'on a vu, donc on a vu que lorsque on se place suffisamment loin des sources et qu'on peut considérer qu'à ce moment-là, les champs sont les champs d'ondes planes, et que si en plus on les considère comme étant monochromatiques, donc sinusoïdales, eh bien une telle onde électromagnétique peut se propager dans le vide, c'est-à-dire les champs vérifient les équations de propagation, donc ici on a rappelé l'équation de propagation sur le champ électrique, et donc ces champs vérifient les équations de propagation à une seule condition, c'est une relation qu'il y a entre la pulsation temporelle et la pulsation spatiale, donc entre oméga et k, qui se traduit en fait comme étant une condition sur la vitesse, la célérité donc, de l'onde. On a montré donc que la célérité devait être 1 sur racine de mu0 epsilon 0, et ça c'est donc la fameuse vitesse de la lumière dans le vide, donc une constante. Donc finalement, quand on essaye de voir si ces champs sont bien solutions de l'équation de propagation, eh bien on n'a aucune autre contrainte a priori. Mais il nous reste malgré tout à vérifier que les équations de Maxwell sont bien vérifiées par ces champs. Donc c'est ce que nous allons faire, et nous allons voir que les équations de Maxwell eh bien, rajoutent des contraintes, qu'elles imposent certaines choses. Ensuite, on parlera, à partir de ces contraintes, de la notion de polarisation d'une onde plane électromagnétique. Et enfin, nous parlerons un peu des aspects énergétiques des ondes planes monochromatiques. Donc commençons par les équations de Maxwell. Alors déjà, on va les réécrire dans le vide. Donc c'est toujours bien de les réécrire, essayer de faire pause et de les réécrire pour être sûr que vous les connaissez. Donc de manière générale, la divergence de E, c'est la densité de charge sur epsilon 0, point considéré, mais dans le vide, c'est égal à 0. La divergence de B est toujours nulle. Ensuite, le rotationnel de E, c'est l'opposé de la variation temporelle de B, au point considéré. Et le rotationnel de B, c'est égal à mu0 fois J plus mu0 epsilon 0 d2E sur dt, mais dans le vide, ce terme-là n'existe pas. Donc ça c'est Maxwell Ampère, ça c'est Maxwell Faraday, ça c'est, on va dire, Maxwell flux, et ça c'est Maxwell Gauss. Voilà, et donc maintenant on va voir si les solutions aux équations de propagation qu'on a trouvées, donc par exemple le champ électrique qui se met en grandeur complexe associée sous cette forme-là, donc est-ce que ces solutions sont aussi solutions des équations de Maxwell? Alors on pourrait se dire, c'est logique, puisque les équations de propagation proviennent des équations de Maxwell. Mais en réalité, c'est un petit peu comme quand vous faites de la peinture, par exemple, et vous mélangez du noir avec du blanc. Eh bien, vous obtenez une espèce de gris sale, et du coup, quand vous voyez un gris sale, eh bien, vous ne pouvez plus être capable de dire à partir de quoi ce gris a été obtenu. Est-ce que c'est du gris qui était déjà gris, ou est-ce que c'est un gris qui provient justement d'un mélange entre blanc et noir? Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand on combine les équations de Maxwell, donc on arrive à quelque chose, un résultat, donc les équations de propagation, mais en combinant les équations de Maxwell, eh bien, on perd certaines informations. Et donc maintenant, c'est pour ça qu'on va revérifier les équations de Maxwell pour être sûr que les solutions qu'on a trouvées vérifient également les équations de Maxwell. Donc je finis. Voilà, donc ici on a le champ électrique pour une onde telle que la source est très loin dans la direction des z. Donc l'onde se déplace dans la direction des z croissants. Voilà, et même chose pour B. Donc le champ complexe B va être égal à B0 exponentielle I oméga t moins kz. Voilà.
Donc je répète ce que l'on a déjà dit en introduction. Pour le moment, ces deux champs sont bien solutions des équations de propagation à la condition que oméga et k sont reliés par la condition oméga égale ck avec c égale 1 sur racine de mu 0 epsilon 0. Donc ça pour l'instant c'est la seule condition. Alors commençons par appliquer Maxwell-Gauss. Donc la question c'est de savoir si on a bien divergence de E est égale à 0 avec ce champ ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rappeler ce que c'est que divergence de E en coordonnées cartésiennes. Donc c'est la dérivée par rapport à x, mais attention, pas de E mais de EX, donc la partie du champ du vecteur dans la direction x, plus la dérivée par rapport à y de la partie du champ selon y, plus la dérivée de EZ par rapport à z. Donc puisque le champ s'écrit E0 exponentielle i oméga t moins kz, pour le moment, on n'a aucune information sur la direction du vecteur champ électrique. Cette direction, à l'instant t et au point d'abscisse z considéré, eh bien, elle est contenue dans E0 bar. Donc E0 bar, a priori, puisque je ne sais rien, eh bien E0 bar, je vais l'écrire comme étant une composante selon x, plus une composante selon y, plus une composante selon z. Je ne sais pas du tout quelle est la direction du champ. Donc pour l'instant, j'écris que c'est une direction totalement quelconque, donc il y a une combinaison des trois directions du repère utilisé. À ce moment-là, la dérivée de EX par rapport à X, ça va être la dérivée uniquement du terme dans la direction X, donc ça va être uniquement donc la dérivée par rapport à X de E0X exponentielle I oméga t moins kz. Donc essayez de continuer le calcul tout seul, et voyez ce qu'impose l'équation de Maxwell-Gauss. Donc faites pause et essayez d'avancer. Donc du coup, moi je continue. Donc plus la dérivée par rapport à y de E0y exponentielle i oméga t moins kz. Donc attention, hein, on ne change rien dans l'exponentielle. Ici, vu qu'on prend les composantes, c'est juste par rapport à la direction du champ. Mais c'est la direction du vecteur, pas la direction de l'onde. Donc plus la dérivée par rapport à z de E0z exponentielle i oméga t moins kz. Donc je répète encore une fois, ça et ça, c'est totalement inconnu puisqu'on ne sait rien sur la direction de E. Donc ensuite, je peux essayer d'évaluer ces trois dérivées. Et bien ce qu'on voit, c'est qu'ici, il n'y a rien qui dépend de x. Donc ce terme-là est nul. Ici, il n'y a rien qui dépend de y. Alors attention, ce n'est pas parce qu'on a appelé E0y que c'est une fonction de y. Hein. Ça veut juste dire c'est la composante sur y du vecteur amplitude E0. Mais ce n'est pas une fonction de y. Donc du coup, quand je dérive, il n'y a rien qui dépend de y. Par contre, là, effectivement, il y a quelque chose qui dépend de de z, pardon. Donc il va y avoir moins ik qui va sortir. Et donc d'après Maxwell-Gauss, il faut que ça soit égal à 0, quel que soit le point M et l'instant t. Donc, quel que soit l'abscisse z et l'instant t. Donc, ça ne peut pas être l'exponentielle complexe qui est nul. Donc, il faut forcément que ce soit l'un de ces termes qui soit nul, mais ce n'est pas i qui peut être nul. Donc, on a soit k est égal à 0, soit E0z est égal à 0. Or, k, c'est le nombre d'ondes, c'est 2π sur lambda. Donc, il faudrait que ce soit une longueur d'onde infinie. Bon, bah, donc, ça veut dire que ça devrait ne pas être une onde. Donc, k égale à 0, physiquement, ce n'est pas possible. Donc, finalement, il n'y a que la possibilité de E0z égale à 0. Donc, Maxwell-Gauss se traduit par le fait que le champ électrique n'a rien dans la direction de z. Or z est la direction de propagation.
Donc la conclusion, c'est que le vecteur champ électrique n'est pas du tout dans la direction de propa. Donc on ne sait rien sur sa valeur selon x et selon y, mais en tout cas il n'est pas dans la direction de propagation. Donc ça veut dire que par exemple, si j'appelle donc z la direction de propagation comme on l'a fait, eh bien, mince. C'est-à-dire qu'on a un point quelconque de la propagation, eh bien un vecteur comme ça, champ électrique, ça c'est possible. Alors je vais peut-être quand même faire le repère pour bien voir. Un vecteur comme ceci, c'est possible. Mais par contre, un vecteur comme ceci, ou comme ceci, eh bien ce n'est pas possible, parce que dans ces deux cas, eh bien, le vecteur possède une composante selon z. Donc les deux derniers cas ne sont pas possibles. Il faut absolument que le vecteur champ électrique en chaque point de l'espace et à chaque instant soit perpendiculaire à la direction de propagation. Et ça, c'est la traduction de Maxwell-Gauss. Voilà, donc si on applique Maxwell-flux au champ magnétique. Donc je vous laisse faire, vous faites divergence de B est égale à 0 en utilisant l'expression qu'on a pour B. C'est logique, même chose. On va obtenir B0Z est égal à 0, c'est-à-dire le vecteur champ magnétique doit être perpendiculaire à la direction de propa. Donc c'est exactement la même chose. Donc ça veut dire que on vient de montrer qu'une onde électromagnétique plane a ces deux champs, donc les deux oscillations qui se propagent, donc qui sont forcément perpendiculaires à la direction de propagation. Donc il faut vraiment réussir à faire la différence entre direction de propagation de l'onde et direction des champs vectoriels. C'est souvent un point qui pose un petit peu problème. Je prends un autre exemple. Imaginons qu'on a une bouteille qui représente donc un champ. Donc cette bouteille a une direction, donc c'est la direction comme ça. Je veux passer la bouteille à quelqu'un, donc je vais la faire se déplacer horizontalement. Eh bien, du coup j'ai plusieurs possibilités. Soit je donne ma bouteille à mon copain comme ça, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la direction de la bouteille est la même que la direction de propagation de la bouteille. Donc la direction de ma grandeur qui m'intéresse, ici la direction de la bouteille, est la même que la direction de propagation. Au contraire, si je mets ma bouteille comme ça, et que je passe ma bouteille comme ça, donc hop, on a bien la direction de propagation de la bouteille qui est perpendiculaire à la direction de la bouteille. Autre possibilité, je prends ma bouteille comme ça, la même chose, si je la donne comme ça, la direction de propagation c'est ça, et la direction de la bouteille c'est ça. Donc là aussi, la bouteille est perpendiculaire à la direction de propagation. Il y a encore d'autres possibilités, si je mets ma bouteille comme ça, et que je fais ma bouteille comme ça, j'ai bien la bouteille qui est toujours perpendiculaire à la direction de propagation. Si je mets ma bouteille comme ça, ben là j'ai ma bouteille qui a une partie, donc la direction de la bouteille est une partie dans la direction de propagation et une partie perpendiculaire à la direction de propagation. Et bien donc ce qu'on vient de montrer, c'est que pour le champ magnétique et pour le champ électrique, eh bien ça c'était pas possible, parce que là donc j'ai une partie qui est dans la direction de propagation, donc ça peut pas être un champ électrique ou un champ magnétique, ça encore moins.
parce que là c'est carrément le champ qui est complètement dans la même direction que la direction de propagation. Par contre ça c'est possible, ça c'est possible, ça c'est possible, ça c'est possible. En fait du coup, toute direction perpendiculaire à la direction de propagation est possible. Donc voilà ce qu'on vient de montrer. Alors ça, ce type d'onde qui a cette propriété, c'est un nom. On appelle ça une onde transversale. Une onde pour laquelle la grandeur qui se propage est perpendiculaire à la direction de propagation. Alors ça, on peut encore le voir un petit peu différemment. Donc sur ce GIF très simple, mais assez parlant. Donc ici, on a par exemple la modélisation d'une onde sonore. Donc on voit que eh bien, la perturbation eh bien, est dans la même direction que la direction de propagation. Donc une onde sonore est une onde qui est longitudinale. Ce qui n'est pas le cas de notre onde électromagnétique. Une onde électromagnétique, ça pourrait plutôt ressembler à une onde mécanique comme ça, mais transversale. Donc là, on a bien le déplacement des petites billes qui est perpendiculaire au déplacement de l'onde. L'onde se déplace horizontalement alors que les petites billes se déplacent verticalement. Donc ça correspond bien à notre champ notre onde électromagnétique, donc avec le champ E et le champ B. Donc notre onde électromagnétique est une onde qui est transversale. Alors juste pour info, il y a encore un autre type d'onde, donc ce sont des ondes qui ont les deux possibilités lors de la propagation. Donc vous avez peut-être étudié ça, par exemple les ondes sismiques, eh bien elles ont et la possibilité de se propager avec un mode qui est un mode longitudinal et avec un mode transversal. Et alors ce qui est intéressant avec ces ondes sismiques, c'est que la vitesse, la célérité, donc la vitesse de déplacement de ces ondes, n'est pas la même selon le mode longitudinal ou transversal. Et du coup, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est suffisamment loin de l'endroit où s'est produit le tremblement de terre, vu que les vitesses sont différentes, ça veut dire que le moment où arrivent les deux modes est différent. Donc on reçoit un mode avant l'autre. Et c'est pour ça que ce mode-là, on appelle ça le mode P, parce que ce sont les premières ondes qu'on reçoit, et ça, les secondes ondes qu'on reçoit. Bon. Donc du coup, les ondes sismiques, c'est un mélange des deux modes, alors que les ondes électromagnétiques, ce ne sont que des ondes transversales, en tout cas dans un milieu comme le vide. Alors, quand on est dans un autre milieu que le vide, eh bien, on peut montrer que dans, on va dire, la grande majorité des milieux qui sont transparents, eh bien, on a toujours cette caractéristique d'une onde qui est plane transversale. Alors, donc, on vient de voir qu'en appliquant Maxwell-Gauss et Maxwell-Flux, on avait vraiment quelque chose de très important. Vous pouvez vous dire, oh, bon, qu'est-ce que je m'en moque, bon. Mais quand même, ça nous donne une information fondamentale sur la structure de l'onde. Mais il nous reste encore deux équations de Maxwell. Donc, appliquons l'une des deux, parce qu'en fait, il se trouve que les deux donnent la même information. Donc, on va par exemple appliquer Maxwell-Faraday. Et donc, ici, je vais à nouveau considérer donc, que la source, elle est dans la direction de Z. Donc, elle est toujours loin hein, pour pouvoir considérer des ondes planes. Là je fais donc les fronts d'onde, hein, comme ça. Alors, on va en reparler juste après avec une petite simulation. Donc, voilà, donc l'onde se propage selon Z. Et je vais faire une hypothèse supplémentaire. Donc l'onde, elle est plane, elle est monochromatique, mais en plus, maintenant que je sais qu'elle est transversale, eh bien, je vais supposer que l'onde n'est que dans la direction X. Donc ça veut dire, par rapport à un bouteille, je vais considérer que l'onde, elle est comme ça, elle est verticale. Non, pardon, je dis l'onde, excusez-moi, c'est pas l'onde, c'est le champ électrique. Je sais plus trop ce que j'ai raconté, mais donc, le champ électrique est selon X. Tac. Donc on sait qu'il ne peut pas être selon Z, mais il pourrait être selon X, il pourrait être selon Y, ou une combinaison de X et Y. Bon, ouais. Ici, je vais faire l'hypothèse qu'il est que selon X. Donc c'est un cas particulier qui va nous simplifier le calcul, mais il se trouve que le résultat est très général. Donc on retrouverait le même résultat si j'avais pris un E totalement quelconque, tout en étant transversal. Donc mathématiquement, ça veut dire que le champ complexe correspondant à cette hypothèse, peut s'écrire eh bien, E0 exponentielle I oméga t moins kz, donc ça c'est le terme de propagation, mais ici donc
ce que je peux préciser, c'est que ce n'est que dans la direction EX. Donc, injectons ça dans Maxwell-Faraday. Donc, Maxwell-Faraday, c'est, on l'a déjà écrit, c'est rotationnel de E égale moins dB sur dt. Donc là, l'idée, c'est que vu que je me suis proposé une expression pour E, eh bien, j'aimerais en déduire le champ magnétique correspondant, c'est-à-dire le champ magnétique couplé à ce champ électrique dans l'onde. Donc, on applique le rotationnel, ensuite on prend l'opposé de la primitive temporelle et on obtient B. Donc, à nouveau, essayez de le faire avant de regarder la vidéo. Donc, faites pause. Allez, donc c'est parti. Donc, rotationnel. Alors, donc, vous utilisez le formulaire pour ça, ou sinon, on peut utiliser la petite astuce en cartésien. Donc, c'est le produit vectoriel entre le vecteur qu'on appelle vecteur nabla et donc le champ électrique. Le champ électrique, il est que selon EX. Donc, il n'a qu'une composante EX. Donc, c'est pas la même chose que ça. Ça veut dire ça, c'est la composante EX, donc c'est tout ça en fait. Hop. Voilà, donc, premier terme, clac, clac, ça fait 0. Deuxième terme, donc ça fait d sur dz de EX, moins 0. Troisième terme, d de 0 par rapport à x, moins d de EX par rapport à y. Mais vu qu'il n'y a rien qui dépend de y, eh bien ça fait 0. Donc ensuite, je vais faire la dérivée de EX par rapport à Z. Donc EX c'est tout ça. Donc si je dérive par rapport à Z, il y a moins IK qui va sortir. Donc ça fait moins IK fois E0 exponentielle I oméga t moins KZ. Et donc ici, c'est le deuxième terme, donc c'est selon Y. Voilà. Et donc ça, d'après Maxwell-Faraday, ça doit être égal à moins dB sur dt. Donc je peux simplifier les signes moins. Il me reste donc juste à prendre la primitive temporelle. Donc ici, il n'y a pas de constante, hein, puisqu'on n'a qu'un phénomène ondulatoire. Donc du coup, quand je fais la primitive, il faut juste que je fasse la primitive temporelle de l'exponentielle. Et la primitive de l'exponentielle, c'est très simple. Il suffit de diviser par ce qui est devant la variable qui correspond donc à la variable d'intégration. Donc ici, c'est le temps, donc je vais diviser par i oméga. Et donc j'en déduis que le champ magnétique est égal à ik sur i oméga fois E0 exponentielle i oméga t moins kz EY. Les i s'en vont. Et k sur oméga, bah ça, c'est pas quelconque, parce que comme on l'a rappelé en début de vidéo, eh bien, vu qu'il y a une propagation dans le vide, eh bien, il y a un lien entre k et oméga, c'est oméga sur k égale c. Donc k sur oméga, c'est 1 sur c. C'est égal à E0 sur c exponentielle i oméga t moins kz EY. Voilà le champ magnétique. Donc ça veut dire que le champ magnétique, il est selon plus EY, et il est en phase avec le champ électrique, puisque c'est la même phase dans les deux. C'est oméga t moins kz dans les deux. Donc on vient de montrer que le champ magnétique était forcément perpendiculaire au champ électrique partout, tout le temps, et en phase. Ça veut dire qu'il va être max en même temps que le champ électrique, il va être nul en même temps que le champ électrique. Alors, là on vient de parler de la direction, donc perpendiculaire au champ électrique, mais en fait on peut aller même encore un petit peu plus loin, on peut parler du sens. Et bien en fait, ici, vu que B est positif, enfin si l'exponentielle est positive, donc ça c'est positif dans les deux, donc en fait B est de même signe que E. Donc ça veut dire que B ici, je sais qu'il va comme ça, il ne va pas comme ça, forcément. Donc le sens, eh bien, il est imposé par Maxwell-Faraday, il n'y a pas que la direction. Donc ce sens, en fait, c'est si on place notre œil ici, eh bien, donc ça va être un angle de plus pi sur 2, puisque ça va être le sens trigot.
Pour aller de E à B, il faut faire plus pi sur 2. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut généraliser. Donc le champ magnétique est toujours perpendiculaire au champ électrique, en phase, et il fait un angle de plus pi sur 2 par rapport au champ électrique lorsque on regarde l'onde qui nous arrive dessus. Donc ça, on peut le redémontrer, enfin on peut le retrouver avec Maxwell-Ampère. C'est-à-dire si vous faites le contraire, je vous invite à vous entraîner avec ça. Donc Maxwell-Ampère, on va supposer qu'on connaît le champ magnétique. Vous le prenez selon EX, selon EY, on s'en moque. En tout cas, il faut qu'il soit transversal. Donc vous posez une expression du champ magnétique et en appliquant Maxwell-Ampère, eh bien vous devez trouver que du coup le champ électrique il est perpendiculaire au champ magnétique, mais en faisant un angle de moins pi sur 2 quand on regarde l'onde qui nous arrive. Et donc il faut que ce soit cohérent avec ça. Voilà donc ce que nous apprennent les équations de Maxwell. Donc pour conclure, je voudrais juste introduire un nouveau vecteur hybride, c'est ce qu'on appelle le vecteur d'onde. Alors pour les gens qui ont l'habitude de l'électromagnétisme, c'est un vecteur qui est vraiment très très important. On en reparlera dans les prochaines leçons. En fait, comme on l'a déjà fait plusieurs fois durant les études dans le supérieur, on va créer un vecteur hybride en mutualisant, en mettant ensemble plusieurs informations. Donc ici, 2 informations. Donc on va introduire le vecteur k comme étant k fois E de propagation. Donc k, c'est toujours le nombre d'ondes, c'est-à-dire c'est toujours la pulsation spatiale, c'est-à-dire 2π sur lambda, 2π sur la longueur d'onde. Et E propa, comme l'indique son nom, eh bien, c'est le vecteur unitaire dirigé dans la direction et le sens de propagation. Donc ça veut dire que si par exemple j'ai la source, non, tiens, je vais changer un petit peu. Imaginons que j'ai la source qui est là. Donc ça c'est la direction X. On a ici Z, on a ici Y. Donc si la source est très loin selon X, donc ça veut dire que l'onde, sa direction de propagation, c'est X. Je ne parle pas des champs, je parle bien de la direction de propagation. Donc ça veut dire que le vecteur K, imaginons que j'ai une source blanche. Pourquoi je dis ça? Ça veut donc dire que le vecteur K, vu qu'il est dans la direction et le sens de propagation, le vecteur K, par exemple, ici, va être comme ça. Donc si ici j'ai par exemple K rouge, eh bien, vu que K c'est 2π sur lambda, eh bien, le lambda du bleu, la longueur d'onde du bleu est plus petite que la longueur d'onde du rouge. Donc ça veut dire que le K pour du bleu eh bien, aura la même direction et le même sens, puisque l'onde bleue va se propager de la même manière que l'onde rouge, dans la même direction, dans le même sens, mais par contre, le vecteur K va être plus grand, puisque lambda est plus petit. Donc on aura K bleu qui sera comme ça. Alors grâce à ce vecteur K, eh bien, on va pouvoir conclure de manière assez simple et générale surtout. Alors à quoi ça nous sert? Eh bien, ça peut aussi nous servir, ce vecteur K, lorsque on a plusieurs ondes. Alors, pourquoi on a plusieurs ondes? Parce que soit on a plusieurs sources, soit il y a un phénomène de diffusion-réflexion qui fait qu'en un point, il y a non seulement l'onde directe, mais aussi les ondes diffusées réfléchies. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas forcément choisir le repère pour qu'il y ait une des directions du repère qui corresponde à toutes les directions de propagation des ondes. Donc par exemple, imaginons que on a la source qui soit très loin, mais dans cette direction-là. Par exemple. Donc très loin en bas à gauche. Eh bien, le vecteur K, à ce moment-là, il sera comme ça. Il sera un petit peu selon Z et un petit peu selon X. Et donc ce vecteur K, en fait, ça va être vraiment le vecteur qui va caractériser spatialement complètement l'onde, puisqu'il contient la longueur d'onde, donc caractéristique spatiale, puisque c'est la période spatiale, et puis il caractérise également la direction de propagation de l'onde, et qui va également
nous permettent de trouver le plan qui contient les champs E et B, puisque E et B sont perpendiculaires à K. Donc ce vecteur K contient vraiment beaucoup d'informations sur donc les caractéristiques spatiales de l'onde. Alors, donc, maintenant on peut conclure ce qu'on a vu sur la structure de l'onde. Eh bien, on a vu que les équations de Maxwell, plus précisément Maxwell-Gauss et Maxwell-Flux, obligeaient les champs à être perpendiculaires à la direction de propagation de l'onde, donc ça veut dire que les ondes planes électromagnétiques sont forcément transversales. Et ensuite, Maxwell-Ampère ou Maxwell-Faraday et ou imposent aux deux champs d'avoir un angle particulier en chaque point et à chaque instant, quelle que soit la fréquence, quelle que soit la valeur des amplitudes, tout ça, cette relation entre les directions de E et B, elle est forcée. Donc ça doit être pi sur 2. Alors, B doit être à plus pi sur 2 par rapport à E. Du coup, pour résumer tout ça, eh bien, en fait, on peut dire que le trièdre KEB doit être un trièdre rectangle direct. Ça veut donc dire que... Ah oui, et puis aussi, donc, les deux champs sont en phase. Alors, si je reviens au trièdre direct, ça veut dire que, par exemple, si j'ai la source qui est quelque part par là, hop, donc on va avoir le vecteur K qui va être comme ça. Donc, le vecteur E, par exemple, pourra être comme ceci. Et ensuite, donc, on sait que le vecteur B doit être perpendiculaire et à K et à E, et il faut que ça forme un trièdre direct. Donc, trièdre direct, pour le savoir, c'est la règle de la main droite. Donc, si K est comme ça, alors je ne sais pas si à la caméra ça sera dans mon sens, bon, si on fait le bien vous-même. Donc, K, E, donc il faut que B sorte de l'écran. Voilà. Mais si par exemple on imagine qu'il y a un mur là, et donc il y a une réflexion, eh bien l'onde réfléchie, oula, elle va aller dans ce sens-là, donc je vais dire K réfléchit comme ça. Si je suppose qu'à cet endroit, en ce point, et à l'instant considéré, le champ E est comme ceci, puisque le champ, comme on va le voir après, donc il varie sinusoïdalement dans le temps, donc à des moments il est comme ça, à des moments il est comme ça, eh bien, à nouveau, trièdre direct, KEB, donc K, E, et donc à ce moment-là, le champ B, par contre, là, il est rentrant. Voilà. Mais le champ E peut aussi ne pas être comme ça dans le plan de la feuille. Par exemple, on peut avoir K qui va être comme ça. Et puis au contraire, on peut avoir B qui, lui, est dans le plan de la feuille. Donc à nouveau, KEB doit être un trièdre direct, donc il faut que KEB, donc K comme ça, E rentre dans la feuille, et B vers le haut, donc c'est bon. Donc il faut bien que E rentre dans la feuille pour qu'on ait un trièdre direct. Voilà. Donc, si on sait où est la source, eh bien, vu qu'on fait toujours l'hypothèse qu'on a des ondes planes, donc on connaît la direction de K, puisque vu que ce sont des ondes planes, en tout point de l'onde, eh bien, on a la même direction de propagation. Donc on connaît K. Donc on connaît le plan perpendiculaire à K, qui est le plan qui doit contenir E et B. Et puis ensuite, si on connaît l'un des deux champs, eh bien on déduit l'autre grâce au fait que KEB est un trièdre rectangle direct. Voilà, donc ça c'est sur les directions relatives. Maintenant, on n'a pas encore parlé de la direction entre guillemets absolue, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait faire que E serait plutôt dans cette direction-là ou plutôt dans celle-là. Ça, ce qu'on va voir dans la deuxième vidéo, c'est ce qu'on appelle la notion de polarisation.